La France possède aujourd'hui le 4e plus long réseau autoroutier du monde. 12 000 km sillonnant tout l'Hexagone. 142 autoroutes, 929 échangeurs, accessibles 365 jours par an, 24 heures sur 24. Chaque année, plus de 51 millions de véhicules utilisent ces routes pas comme les autres pour se déplacer. Plus vite, plus confortablement et surtout en toute sécurité. Ces autoroutes, qui nous semblent aujourd'hui si familières quand nous nous y engageons, si simples quand nous les empruntons, recèlent pourtant bien des secrets. Nous vous proposons de pénétrer dans leur incroyable univers. Vous allez découvrir les immenses défis que l'homme a dû relever pour créer ce réseau de transport d'exception. Il faut savoir qu'une autoroute, c'est pratiquement un ouvrage d'art par kilomètre. Il a fallu traverser les campagnes, franchir les montagnes, surmonter les fleuves, créer des ouvrages de plus en plus exceptionnels, de véritables mégastructures au service des véhicules. Le duplex a coûté 2,2 milliards d'euros, soit 6 fois le coût du viaduc de Millau. Les chantiers se sont enchaînés, tous aussi colossaux les uns que les autres. De la construction des premières autoroutes de France, comme l'A1, à la création d'un tunnel hautement technologique sur l'A86, en passant par la réalisation titanesque de l'A40 construite en pleine montagne. Rien n'a arrêté cette gigantesque réalisation dans laquelle l'homme s'était lancé. Vous plongerez aussi dans le quotidien hors du commun des 14 000 hommes et femmes qui chaque jour, été comme hiver, font tout pour assurer le confort, mais surtout la sécurité de ces millions de conducteurs, parfois même au péril de leur vie. L'autoroute, ça ne pardonne pas, donc quand on se fait taper, ça peut être fatal. Vous pénétrerez dans les coulisses du plus grand péage de France. Et vous découvrirez comment, sur ces 42 voies de passage, tout est mis en place pour assurer une parfaite fluidité du trafic. Mon plus gros défi, c'est de faire en sorte que tous nos clients puissent passer en moins de 30 secondes. Enfin, nous vous dévoilerons les secrets des embouteillages et les nouvelles technologies qui sont mises en place pour lutter contre ce fléau. En route pour un voyage au cœur des autoroutes de France. Aujourd'hui en France, presque 90 milliards de kilomètres sont parcourus chaque année par les poids lourds et les voitures sur autoroute. Mais avant d'en arriver là, le chemin fut sinueux. La toute première autoroute, c'est une section qui doit faire à peu près 20 km ou 30 km, et c'était aux États-Unis. En 1914, la première voie de type autoroutière est mise en service sur l'île de Long Island. Le concept traverse ensuite l'Atlantique et rejoint l'Europe. Les premières autoroutes en Europe, c'est effectivement l'Allemagne et l'Italie. Hitler a été un grand constructeur d'autoroutes pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, c'est une façon de lutter contre le chômage et de l'emploi. La deuxième, c'était de constituer un réseau routier stratégique, ce dont personne n'avait conscience à l'époque. En France, on ne perçoit pas encore l'enjeu ni la nécessité des autoroutes. Notre pays possède 1 million de kilomètres de nationales. Notre réseau routier, en étoile, est l'un des plus beaux du monde. La densité et la qualité du réseau routier étaient enviées par tous les pays. Et à cette époque-là, on ne ressentait pas le besoin de l'autoroute. Malgré tout, une petite portion d'autoroute de 20 km reliant Saint-Cloud à Orgeval voit ses travaux démarrer en 1936. Mais la guerre éclate. Le tunnel de Saint-Cloud, alors en construction, se voit réquisitionné par l'armée allemande qui s'en sert de dépôt de munitions. Après 6 ans de bataille, l'autoroute n'est plus du tout d'actualité en France. Il y a une espèce de rejet de la vision moderne qui, effectivement, est aussi une vision de l'après-guerre avec les autoroutes fascistes d'Allemagne et d'Italie. Pour l'instant, disons que la situation n'est pas vraiment dramatique. Quelques petits malaises, sans plus. Mais l'essor des 30 Glorieuses, la croissance, la créativité et les envies qui les accompagnent vont bouleverser les choses. Voici revenu le salon de l'automobile. La 2 chevaux Citroën, traction avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation. Grâce à l'arrivée de la 4 chevaux, puis de la 2 chevaux, l'automobile se démocratise. Tout le monde commençait à rêver de voitures. C'est quand même l'époque de la 4 chevaux, c'est l'époque de la 2 chevaux. C'est le démarrage des voitures populaires françaises. Notre réseau routier, si prestigieux, devient alors complètement inadapté aux besoins de l'époque, et la France semble vouée à une certaine paralysie. On avait à l'époque
de graves problèmes de sortie d'agglomération. Il faut donc remédier à ce problème. Quelques voies pour sortir des grandes villes sont donc créées, notamment autour de Paris, mais aussi de Lille. Les prémices de notre future autoroute A1. Personne à l'époque n'imaginerait qu'on irait beaucoup plus loin. Pensez donc construire 2000 km d'autoroute, quelle folie! Une folie, car personne ne prévoit encore le développement extraordinaire que va connaître le trafic routier. Et construire de telles infrastructures coûte cher. Très cher. Le vrai défi à l'époque, c'était de trouver de l'argent. Et c'est la loi du 18 avril 1955, et surtout son article 4, qui vont régler ce problème. La loi de 55, l'article 4, je la connais à peu près par cœur, l'usage des autoroutes est en principe gratuit. Toutefois, à titre exceptionnel, puis après on décrit l'exception. Et quelques années après, en 58, on a supprimé le mot exceptionnel. L'article 4 admet donc que l'autoroute peut être payante. Et il introduit les deux principes fondamentaux qui en découlent, le régime de la concession et le recours au péage. Sans concession, il n'y aurait pas eu 10 000 km d'autoroute. Et l'une des premières autoroutes à voir le jour est l'A1, reliant Paris à Lille. Première étape, déterminer son tracé. Le tracé d'une autoroute est défini d'abord dans le cadre d'une enquête d'utilité publique. Et là, ce qu'on définit, c'est quelles sont les villes qui doivent être desservies. On passe ou on ne passe pas par Amiens, on passe ou on ne passe pas par Saint-Quentin. Et la décision a été prise de passer au milieu. Si la réflexion sur le tracé est bien sûr politique et économique, elle est aussi technique. En évitant les deux agglomérations, la future A1 traversera les plateaux et les champs, ce qui va faciliter grandement sa construction. Et dès 1961, les travaux démarrent. On commence par décaper la terre végétale. Ces matériaux sont stockés pour une réutilisation ultérieure, notamment pour végétaliser les talus, faire tout ce qui est aménagement paysager, plantation aux abords de l'autoroute. On enlève donc la terre sur une profondeur qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre. Pour un tronçon de 15 km d'autoroute, cela correspond environ à 200 000 m3 de terre. 200 000 m3, ça représente l'équivalent d'un terrain de football recouvert sur 15 à 16 étages. Lors de cette phase de décapage, les ouvriers se doivent d'être toujours vigilants. Ils ne sont jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. On a rencontré des engins de guerre, des obus de la guerre de 14-18, surtout dans le nord de la France, où les combats ont été très intenses, et on en rencontre en quantité très importante. Une fois la terre et les engins de guerre mis à l'abri, les machines de terrassement entrent en scène. Sur une autoroute, ces travaux sont titanesques. Ce sont des phases qui nécessitent de remuer des volumes de terre très importants, de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes à plusieurs de millions de mètres cubes. La mission du terrassement est de modifier le relief d'une zone afin de lui permettre d'accueillir la future chaussée. Sur une bande de plusieurs kilomètres, le terrain présente une série de creux et de bosses, de hauteur et de profondeur variables. Cette succession de montées et de descentes est inconcevable sur autoroute, où le confort et la sécurité des conducteurs doivent être assurés en permanence. Les engins de terrassement vont donc prélever les matériaux en trop sur les monticules de terre ou collines, les récupérer et les réutiliser afin de combler les trous et les zones encaissées. Ainsi, la surface sur laquelle reposera la future autoroute devient presque parfaitement plane. Dans le cadre des grands terrassements, on peut avoir des excavations dans les déblais de plusieurs dizaines de mètres qui peuvent aller jusqu'à plus de 50 mètres de profondeur. Les remblais peuvent également être de plusieurs dizaines de mètres. Pour ces travaux d'envergure, une multitude d'engins de chantier sont donc réquisitionnés. Pour réaliser 20 km d'autoroute, on mobilise aux environs de 150 machines qui travaillent dans une coordination qu'on doit mettre en place de manière très précise. Moteurs scrappeurs, décapeuses, pelles hydrauliques vont donc extraire les matériaux en trop. Les tombereaux sont ensuite chargés pour les apporter dans les zones à remblayer. Ensuite, les compacteurs tassent le terrain pour obtenir une parfaite solidité des sols. Ce travail est colossal mais indispensable. Sur une autoroute, les pentes autorisées sont de l'ordre de 2 à 3 fois moins importantes que sur une route classique. Sur une route dite classique, il n'est pas rare de rencontrer des pentes qui peuvent atteindre jusqu'à 10, voire 12%. Ce dénivelé demande aux voitures et aux camions une évidente prudence et n'autorise en aucun cas une vitesse de 130 km/h.
Le fait d'avoir des pentes qui sont faibles permettent aux véhicules d'avoir des vitesses constantes, aux poids lourds de ne pas être trop pénalisés dans les montées. Les pentes en profilant long sont aussi le gage d'une meilleure visibilité pour l'usager. Sur une autoroute, les pentes sont donc en moyenne de l'ordre de 2 à 3%. C'est ce que l'on appelle communément un faux plat. Et exceptionnellement, ces pentes peuvent atteindre 6%. Ces cas de figure-là sont très rares et dans ces cas-là, il y a en permanence une troisième voie pour permettre la circulation des véhicules les plus lents et ne pas perturber le trafic sur l'autoroute. Une fois la forme générale de l'autoroute donnée et le terrain aplani, les terrassiers peuvent procéder à la réalisation de la couche de forme. D'une épaisseur de l'ordre de 50 cm à 1 mètre, cette couche située entre la zone de terrassement et la chaussée doit assurer la bonne résistance et la bonne portance, afin de supporter la circulation de dizaines de milliers de véhicules. Les couches de forme sont réglées à l'aide d'engins qu'on appelle des niveleuses, qui permettent de donner le profil qu'on souhaite de manière précise, avec des tolérances de réglage de l'ordre du centimètre. Une fois cette construction au centimètre près effectuée, il reste encore à réaliser les différentes couches qui composeront la chaussée. Sur une autoroute, il y a entre 3 et 4 couches. La couche d'assise, qu'on appelle la couche de fondation, la couche de base, la couche de liaison et la couche de roulement. C'est grâce à cette superposition de couches que les chocs liés au passage des véhicules sont absorbés et que la chaussée peut supporter un trafic élevé et à grande vitesse. La couche en contact avec nos pneus est appelée couche de roulement ou encore enrobée de surface. Si elle est la partie visible de l'iceberg, elle est aussi la couche la plus complexe. La couche de roulement, elle est composée de bitume et de matériaux, ce qu'on appelle des granulats. Les granulats sont en réalité des fragments de roche qui peuvent être de différentes tailles et de différentes sortes selon la géographie et la météo du site sur lequel on va construire l'autoroute. Une fois combinés au bitume, ces morceaux de roche forment une pâte qui va pouvoir être coulée sur le sol à haute température. C'est comme une recette de cuisine, mais on n'est pas dans la pâtisserie, on est plutôt dans la grosse cuisine, donc on a des plages de température entre 150 et 170. Cet enrobé de surface doit apporter tout le confort et toute la sécurité nécessaires à l'usager. Il doit bien sûr n'avoir aucune ornière, épargner les vibrations exagérées, offrir une bonne adhérence au véhicule, mais ce n'est pas tout. C'est très technique puisque la couche de roulement, elle doit résister au trafic, mais également elle doit résister à toutes les agressions météo, le froid, l'eau, le soleil. Donc elle doit être durable et résister à tous ces agents-là. Et l'un des pires fléaux sur la route, c'est l'eau. Non seulement sous une averse, les risques d'aquaplanage sont élevés, mais le confort de conduite et la visibilité sont aussi réduits, renforçant d'autant les risques d'accident. Sur l'autoroute A1, un enrobé un peu particulier a fait son apparition, presque par hasard, l'enrobé drainant. Alors il y a beaucoup d'histoires sur l'enrobé drainant. Et une histoire qui circule dans nos laboratoires, c'est qu'un jour il y a eu une erreur d'un laborantin qui a oublié de mettre une fraction granulaire et de ce fait il a eu un enrobé qui était complètement creux et l'enrobé drainant est né. Grâce à cet oubli, rouler sous la pluie pour relier Paris à Lille est devenu beaucoup plus agréable. En effet, sur une chaussée classique, complètement imperméable, l'eau va rester en surface et couler doucement sur les côtés. Sur une autoroute avec un enrobé drainant, l'eau va s'infiltrer au sein de la couche de roulement pour ensuite s'écouler sur les côtés. Il n'y a donc plus d'eau en surface. L'enrobé drainant va permettre de limiter la projection d'eau amenée par le poids lourd. Et donc quand on va doubler un poids lourd, on va avoir une sensation de confort et de visibilité beaucoup plus importante. Tout dans la construction de ces routes d'exception est pensé, réfléchi pour notre confort et notre sécurité. L'autoroute est en fait un ouvrage qui est tellement bien inséré dans son environnement qu'il a moins d'impact visuel et qu'il est moins remarqué qu'un grand bâtiment ou qu'un grand ouvrage d'art. Pourtant, ce sont des travaux très techniques et c'est probablement une des rares infrastructures qui mobilise autant de spécialités différentes sur un seul et même ouvrage. Mais cette technicité, cette précision dans la réalisation d'une autoroute ne sont pas les seules difficultés qu'ont rencontrées les ingénieurs en charge de la construction de l'A1 au début des années 60. C'était un défi technique industriel. Le passage de petites sections de route à une logique industrielle, qui veut dire des très grands tronçons, ça a été compliqué. Multiplier par 10 le nombre de kilomètres à construire.
un vrai challenge. Il faut fabriquer différemment, moins cher et plus vite. Une mission presque impossible, d'autant que les autoroutes, même en plaine comme la 1, ont la particularité d'être composées d'ouvrages d'art comme des ponts, des tunnels ou encore des viaducs. Il faut savoir qu'une autoroute, c'est pratiquement un ouvrage d'art par kilomètre. Auparavant, les ouvrages d'art, tels que les viaducs, étaient conçus individuellement et construits sur site. Leur réalisation était coûteuse et longue. Pour les autoroutes, il faut aller vite, beaucoup plus vite. Le viaduc de Roberval, long de 544 mètres, situé sur l'autoroute A1 dans l'Oise, est l'un des premiers grands viaducs préfabriqués. Pendant qu'on construisait les piles, on a préfabriqué les poutres que l'on allait monter sur ces piles et ensuite assembler le tout comme un mécano de façon à rentrer dans le délai. Toutes les pièces de cet immense ouvrage étaient donc fabriquées en amont dans une usine de fortune à côté du site, puis assemblées sur place. Un vrai pont en kit, une prouesse pour l'époque. Dans la construction de Roberval, ce qui était impressionnant, c'est le délai d'exécution. Avoir réalisé un ouvrage de plus de 500 mètres en 13 mois, c'est pour moi un exploit. D'autant plus que l'on sortait de l'hiver 63-64 où il avait fait très très froid. Il a fallu donc travailler d'arrache-pied. C'était relativement délicat. Grâce au travail acharné des ingénieurs et des ouvriers, l'autoroute A1 est terminée 6 ans plus tard, en 1967. La construction des 211 km de l'autoroute du Nord aura mobilisé des centaines de personnes et aura coûté au total 178 millions d'euros. L'A1 est la première autoroute reliant Paris à une métropole française. Mais les autoroutes se sont multipliées partout dans l'Hexagone. Aujourd'hui, notre pays en compte près de 12 000 km. Si ces voies rapides ont réduit considérablement les temps de trajet des Français, elles ont aussi permis de diminuer de manière considérable la mortalité sur les routes. En 1960, sur les routes françaises, il y a eu 8000 morts. Nous sommes aujourd'hui à 3005 avec un trafic qui a été multiplié pratiquement par 10. Les autoroutes sont 5 fois plus sûres que les routes dites classiques. Ceci est bien sûr dû à leur conception, mais aussi à leur gestion au quotidien. Pour sécuriser ces voies à grande vitesse, ce sont des hommes et des femmes qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour nous protéger, nous informer, anticiper tous les dangers, parfois même au péril de leur vie. Bon bah c'est parti. Avec près de 100 000 véhicules par jour, l'autoroute A1 a le trafic le plus dense de France. Camions et voitures l'empruntent jour et nuit, formant un balai incessant de véhicules sur lesquels il faut veiller. Plus de 100 personnes s'y attellent chaque jour. Agents d'entretien, de sécurité, opérateurs au poste central d'exploitation, ou encore les incontournables patrouilleurs, les hommes en jaune que l'on a tous déjà croisés sur le bord d'une autoroute. Patrouilleur à PCE ? Oui, Jean-Marc, bonjour. Bonjour Alicia. Le métier de patrouilleur, c'est quelque part l'ange gardien de l'autoroute parce que il va, de par sa présence sur l'autoroute, pouvoir intervenir assez rapidement et mettre en sécurité nos clients. Ouais, tu peux envoyer un dépanneur, alors c'est une panne moteur. Intervenir sur les voies et mettre en protection les conducteurs sont des gestes quotidiens, mais non sans risque. Avec un trafic aussi dense et des véhicules roulant à 130 km/h, le patrouilleur n'est jamais à l'abri et peut à tout moment se faire percuter. Chaque année, ils font l'objet de presque 120 accidents, soit 1 tous les 3 jours. Le danger quand on est en train de neutraliser, c'est qu'on est sur les voies et on peut se faire percuter par un véhicule qui ne nous voit pas, qui ne fait pas attention, qui fait un écart. Alors il faut essayer de regarder au maximum la circulation pour pouvoir réagir à temps et se mettre de côté s'il y a un problème. Parce que voilà, s'il y a un camion comme ça qui arrive, c'est chaud. Les qualités pour être un bon patrouilleur, c'est être vigilant, concentré, de savoir analyser la situation pour pouvoir intervenir en toute sécurité. Oui, Jean-Marc, je t'écoute. Oui, c'est arrivé du dépanneur. Ok, bien reçu, merci. Bonjour. Le bord d'une autoroute est une zone dangereuse.
l'espérance de vie sur la bande d'arrêt d'urgence n'excède pas 20 minutes. À l'autoroute, ça ne pardonne pas. Donc, quand on se fait taper, ça peut être fatal. Quand ça ne l'est pas, c'est souvent grave. Les patrouilleurs sont toujours sur le qui-vive. Ils voient défiler les interventions et les kilomètres. En 3 ans, leur fourgon affiche plus d'1 200 000 kilomètres au compteur. Ça ne s'arrête jamais, c'est 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, jamais de pause. C'est un départ rapide, j'ai un objet de signalé sur chaussée. Chaque déchet sur le bord de l'autoroute, c'est un agent qui va aller le ramasser et qui va s'exposer au risque autoroutier. C'est une barre de fer, c'est une voiture qui le percute, peut faire beaucoup de dégâts et créer un accident. Sur A1, en 2015, nous avons ramassé 1600 objets sur la chaussée. Les objets vont du simple morceau de pneu au vélo, au coffre de toit, au ski, au matelas. Tout ce qui peut être transporté, on peut le retrouver sur l'autoroute. Ça, c'est une borne qui a été percutée par un véhicule. Des cônes qui se sont tapés par les camions. Les camions roulent dessus, ça lui fait pas de dégâts, mais quand une voiture roule dessus, par contre, après, c'est autre chose. Panne, surveillance des usagers, objets ramassés sur les voies sont les missions quotidiennes des patrouilleurs. S'ils sont les yeux de l'autoroute sur le terrain, ils ne sont pas les seuls à surveiller les 211 km de l'A1. Au poste central d'exploitation, face à leur mur d'écran et la centaine de caméras qui jalonnent l'autoroute, les opérateurs gardent un œil attentif sur le tracé. 988. Ce poste central d'exploitation, c'est un peu une tour de contrôle de tout ce qui se passe sur l'autoroute. Je vous fais intervenir de suite le dépanneur, il sera avec vous d'ici une trentaine de minutes. Par contre, en attendant, vous restez pas dans le véhicule, vous vous mettez derrière les glissières de sécurité. La caméra est un plus pour nous parce qu'elle vient nous aider sur des zones particulières où nous avons besoin d'informations très précises et très rapides. Alors, c'est pour aller au péage de Fresnes, en Paris-Lille. C'est pour un cache-caille avec un problème moteur. Bon, c'est très gentil, merci beaucoup. Au revoir. Ma mission, c'est de récolter très rapidement des informations et de les rediffuser le plus vite possible pour que les personnes qui sont dans leur voiture puissent tout de suite avoir conscience du danger qu'il y a devant eux. Oui, Thibaut. Dis-moi, tu me dis arrière-droit, c'est sur le tracteur ou la remorque? D'accord. Et les bandes de roulement, il n'y a plus rien sur les voies? D'accord. L'opérateur du poste central d'exploitation a plusieurs moyens de connaître l'information. Soit par le biais du patrouilleur, soit par le biais de la vidéosurveillance, soit aussi par des appels de clients qui nous téléphonent ou par des bornes d'appel d'urgence où on nous remonte de l'information. Vous pouvez me donner l'immatriculation de la voiture, s'il vous plaît? Il faut toujours rassurer l'usager de la route, toujours être à son écoute, même si on a beaucoup d'appels et beaucoup d'événements, toujours garder un calme olympien pour justement ne pas transmettre son stress à la personne qui est déjà en détresse. D'autant que certains incidents sont plus impressionnants que d'autres. Oui, je t'écoute, Jean-Marc. PR39 plus 300, il y a un véhicule en feu sur le refuge. Mais tu peux appeler les pompiers, ça fume pas, c'est des grosses flammes. Ok, ça marche, je t'envoie tout le monde de suite. Dès qu'un événement est connu, nous passons une information sur notre panneau à message variable en moins d'1 minute et en moins de 3 minutes à notre radio d'exploitation autoroutière. Autoroute.fr. Priorité à l'information trafic et vous êtes sur la en direction de Paris. Attention à cette voiture en feu sur la bande d'arrêt d'urgence. L'ordre des opérations est strict. Après avoir prévenu en premier les conducteurs afin de leur permettre d'adapter leur comportement, il faut ensuite appeler les secours et sécuriser la zone. Je me permets de vous appeler pour un véhicule en feu au 39 plus 300 en Lille-Paris. On aurait besoin des pompiers, s'il vous plaît. Patrouilleur APCE, je suis arrivé sur place, je vais monter une V1 pour les pompiers. Bien reçu. C'est un véhicule qui s'est arrêté sur refuge et le véhicule a commencé à prendre feu par le moteur. Ça engendre sur autoroute la pose d'une voie pour justement faire décaler les usagers qui se rapprochent pas trop du véhicule en feu. Pour le patrouilleur, il y a urgence. Il faut tout faire pour que cet incident soit maîtrisé et n'engendre pas de dommages collatéraux. C'est quoi comme voiture avant qu'elle disparaisse?
monsieur. Bonjour monsieur. Les pompiers arrivent? Ouais. Impressionnant, hein. Ah ouais, je suis passé en face, j'ai vu la fumée, le temps que je fasse demi-tour, je vous ai vu, vous étiez en train de téléphoner, ça venait d'arriver quoi. Ça va vite, hein. 2 minutes. Ouais, j'ai prévenu tout de suite, je suis passé en face. C'est rien, c'est un pneu. Oh putain. C'est un pneu. On n'est pas habitué, hein. Ah bah non. Grâce à Jean-Marc, le propriétaire du véhicule est en sécurité, ainsi que le trafic, dévié grâce au balisage. Les pompiers prévenus par Elicia arrivent maintenant sur les lieux. Et maintenant, les pompiers vont pouvoir travailler en sécurité. La mission de Jean-Marc est terminée, mais une autre commence. Mes collègues en renfort sont sur place. Je quitte les lieux et puis là, ça commence à ralentir, donc je vais aller me mettre en protection bouchon. Donc là, je me suis mis 500 mètres avant la queue de bouchon pour signaler aux automobilistes de ralentir. Les journées de Jean-Marc sont chargées. Veiller sur une autoroute n'est pas de tout repos, ni sur la 1, ni sur la 40. Cette autoroute dessert 5 grands massifs alpins et relie plus d'une trentaine de stations de ski françaises. Elle débouche sur le tunnel du Mont Blanc, qui constitue une voie d'accès privilégiée vers l'Italie. Pour assurer la sécurité de leurs usagers, les camions des patrouilleurs de l'A40 sont chargés du même arsenal que ceux de l'A1. À un détail près. Alors là, on a le pistolet qui nous sert à prendre la température du sol, comme là, la température du sol est de 5,5. Et si les patrouilleurs disposent d'un tel appareil, c'est que l'A40 est aussi appelée la Blanche, et elle porte bien son nom. Elle culmine à 1274 mètres d'altitude et enregistre tous les ans jusqu'à 6 mètres de hauteur de neige et 110 jours de température négative. Une météo polaire qui ne facilite pas sa gestion, loin de là. Mère Nature peut nous préparer parfois des scénarios catastrophes, mais même face à ça, on fera tout pour relever le défi. Afin de lutter contre les intempéries et d'assurer le trafic coûte que coûte, durant 6 mois, c'est une armée qui se met en place. Plus de 16 stations météorologiques viennent compléter les informations de Météo France. Plus de 150 personnes sont réquisitionnées sur le terrain et plus de 45 camions peuvent intervenir simultanément sur les voies. Une mobilisation exceptionnelle. Donc c'est une force de frappe qui est quand même très importante et très nettement supérieure à ce qui peut exister sur d'autres réseaux autoroutiers classiques. Aujourd'hui ça neige, nous sommes là depuis 3 heures le matin. On essaie de tenir la route au noir comme on dit, ça veut dire que ça puisse rouler aussi bien les poids lourds que les véhicules légers. En montagne, la conséquence la plus visible de l'hiver, c'est évidemment la neige. Ces chutes sont impressionnantes et peuvent même devenir complètement paralysantes. Pare-choc contre pare-choc, et cela sur 15 km entre le péage de Cruseilles et le col des Vires. Ce matin, l'autoroute A40 avait repris les allures d'un scénario catastrophe hivernale. Sans les engins de déneigement, je pense que ça ne roulerait pas, simplement. À moins qu'on ait des pneus clous, puis même, il faut toujours déneiger les routes. Parce qu'au bout d'un moment, on est saturé. Le seul outil pour lutter contre les effets de ces vagues de froid, le camion de déneigement et de salage. Afin de prévenir les risques de chaussées glissantes, la première manœuvre à effectuer est d'épandre du sel sur le sol. On va donc avoir recours au sel. C'est assez simple, c'est un phénomène chimique qui est bien connu, qui est que le sel, lorsqu'il se charge d'eau, va faire abaisser la température de congélation. En clair, cette chaussée, au lieu de geler à 0 degré comme elle devrait normalement, elle va geler à 4, 5, 6, 7, parfois 8 degrés en dessous de ce zéro théorique. Ce sel, utilisé pour abaisser la température à laquelle le sol va geler, provient des salins du Midi. C'est du sel de cuisine, c'est exactement le même. La seule différence, que ce que vous avez dans votre cuisine, il est lavé, il est un peu plus pur, il est plus lavé, mais c'est exactement le même. Sur un réseau comme le nôtre, selon la rigueur de l'hiver, on peut utiliser entre 5000 et 15 000 tonnes de sel. Ces tonnes de sel peuvent être répandues sur la chaussée sous 3 formes: solide, liquide ou un mix des deux selon les besoins. Mais la mission de ces camions de salage est aussi bien sûr de dégager les voies de la neige qui les encombre. Les camions sont équipés donc d'une lame ferraille ou une lame caoutchouc et nous avons 3 joysticks pour notre aileron
Donc pour poser d'abord le bout de l'aileron, ensuite le baisser et ensuite l'ouvrir ou le fermer. On fait face dans nos régions à des précipitations qui peuvent atteindre 15, 20, 25 cm de neige. On n'attend évidemment pas d'avoir 25 cm de neige pour agir. Les circuits de déneigement sont faits de manière justement à ce que la fréquence de rotation de nos camions soit suffisamment courte pour qu'on puisse avoir des opérations de raclage qui soient régulièrement effectuées sur la chaussée et donc éviter à ce que la neige s'installe sur l'enrobé. Alors les collègues de devant, ils sont en train de faire un train routier. Ça veut dire qu'il y en a un qui se met à gauche pour racler la voie rapide, qui évacue la neige à droite, et il y en a un qui reprend cette neige-là pour que les deux voies soient accessibles en une seule fois. La difficulté de nos métiers, je pense que c'est attentif, surtout, attentif. Des gens qui s'arrêtent donc sur les BAU pour enlever les chaînes ou pour regarder le portable et tout. Donc surtout pas oublier l'aileron, parce qu'autrement on les coupe en deux, comme on dit. Ensuite, forcément, il y a des gens qui essayent, même qu'on est en train routier, deux camions, ils essayent de nous doubler par la gauche, même par la droite. Il faut être attentif, quoi. Aller doubler à grande vitesse des camions qui sont en intervention avec en plus une lame à l'avant, ça représente toujours un danger supplémentaire. Les agents autoroutiers font leur maximum pour nous permettre de circuler au mieux. Mais lutter contre les éléments est toujours un immense défi. Si la neige est une source d'angoisse évidente, elle n'est pas la pire. Le cauchemar de l'exploitant, c'est la pluie verglaçante. On est finalement assez peu armé pour lutter contre un épisode de pluie verglaçante. Donc à ce moment-là, on se doit d'agir très très vite et c'est vraiment les situations les plus délicates pour nous. En montagne, pour gérer et canaliser au mieux les fléaux de l'hiver, la clé, c'est l'anticipation. Et sur la Blanche, encore plus que partout ailleurs. Car sur cette autoroute, un autre risque existe. Et pas des moindres. Le réseau que nous exploitons, il est exposé à des couloirs avalancheux. Et notamment l'itinéraire de desserte du tunnel du Mont Blanc. Donc pour faire face à ce risque avalancheux, par prévention, on déclenche des avalanches pour que le réseau reste praticable à tout moment. L'A40 est la seule autoroute de France à avoir dans ses employés 7 agents formés en tant qu'artificiers, capables et susceptibles à tout moment de déclencher une avalanche contrôlée, évitant ainsi qu'une énorme coulée de neige envahisse la chaussée. En 1983, on a constaté une avalanche assez importante qui a envahi la plateforme française du tunnel du Mont Blanc et la rampe d'accès à ce tunnel. Un drame qui ne doit jamais se reproduire. Donc aujourd'hui, dès que le manteau neigeux présente un risque, une avalanche préventive est déclenchée. La technique la plus fréquente chez nous est d'avoir recours à ce qu'on appelle le Gazex. Le Gazex est un dispositif fixe d'explosion gazeuse. Un tube exploseur, aussi appelé dragon, est positionné sur une zone définie, la zone de départ des avalanches. En arrivant dans le dragon, de l'oxygène et du propane se rencontrent, provoquant ainsi une explosion et une onde de choc qui met en mouvement l'accumulation de neige, déclenchant ainsi une avalanche maîtrisée, sans aucun risque pour l'autoroute. Une autre méthode plus impressionnante consiste à s'approcher du manteau neigeux et au-dessus de ce manteau neigeux, d'aller soit jeter de l'explosif pour déclencher l'avalanche, soit d'aller utiliser ce qu'on appelle le décibel. Le décibel est un système mobile de déclenchement d'avalanche permettant de traiter des zones avalancheuses inaccessibles, spécifiques ou particulièrement dangereuses. Une cloche contenant un mélange gazeux d'hydrogène et d'oxygène est suspendue sous un hélicoptère. Une fois la zone de tir atteinte et la distance entre la neige et le décibel idéal, un artificier situé dans le cockpit de l'appareil déclenche, grâce à une télécommande, l'explosion. Pour les hivers les plus neigeux, on est monté jusqu'à 30-35 déclenchements d'avalanche. S'adapter aux conditions météorologiques, vaincre les éléments, maîtriser la nature, c'est aussi le défi hors norme qu'ont dû relever les ingénieurs en charge de la construction de l'A40. Pas moins de 221 ouvrages d'art sur tout son tracé ont été nécessaires. Un achèvement technique des plus impressionnants. L'accomplissement de l'ambition humaine.
Sur une zone de quelques kilomètres, il a fallu pour les ingénieurs enchaîner les constructions permettant à l'autoroute de gravir les montagnes, traverser les vallées, s'accrocher sur les collines. Un chantier pharaonique. Donc au début, on est pratiquement en autoroute de plaine, je dis, on est à peu près à 400-450 mètres d'altitude. Et puis on monte progressivement à une pente pas trop forte, bien sûr, pour avoir de bonnes fluidités du trafic. Et puis on a en face de nous une montagne qui fait 1100 mètres de haut. C'est la montagne du Vuache. Afin de la franchir, le choix a été fait de réaliser un tunnel. 2 tubes d'environ 1400 mètres de long sont donc creusés au cœur de la roche. Mais ce n'est pas fini. De l'autre côté, le tunnel débouche ensuite sur le vide. Dès le passage de ce tunnel du Vuache, on redescend dans une vallée qui est pour le coup très encaissée, puisque c'est la vallée du Rhône. Afin d'éviter une pente beaucoup trop brutale, il va donc falloir enjamber le Rhône, mais aussi la ville de Bellegarde, située au cœur de la vallée. Les ingénieurs se lancent donc dans la réalisation d'un viaduc de plus de 70 mètres de haut et 1000 mètres de long. Le viaduc de Bellegarde. C'est ce qu'on appelle un pont à voussoir. Et pour l'époque, c'était assez révolutionnaire, c'était tout nouveau. Dans les années 80, cet ouvrage était le plus long et le plus haut de toute la France, fait avec cette technique. Un pont précontraint à voussoir est en réalité un ouvrage prêt à monter. Les voussoirs sont des éléments en béton d'environ 4 mètres de long préfabriqués au sol. Ils sont ensuite montés sur les piles et assemblés entre eux comme des morceaux de sucre afin de constituer le tablier du pont. Pour les maintenir entre eux et solidifier l'ouvrage, des câbles de précontrainte sont tendus au cœur des coffrages. La construction du viaduc de Bellegarde est un peu particulière dans la mesure où, comme on est dans une vallée très encaissée, on n'a pas du tout la place pour travailler. Et donc ils ont été amenés à construire les voussoirs à au moins 4 km du chantier, les amener ensuite, chaque pièce, sur le chantier. Alors certes, c'était encore exigu sur place, donc ils ont été obligés de mettre en place d'énormes grues pour pouvoir porter ces éléments, qui font quand même 80 tonnes chacun. Un travail de titan pour les 200 personnes qui ont travaillé sur ce chantier sans relâche pendant pratiquement 2 ans. Mais une fois le viaduc de Bellegarde construit, un nouveau défi s'est présenté aux ingénieurs. Juste après le viaduc de Bellegarde, on avait une zone de 200 mètres qui était instable et du coup qui glissait. Et donc construire une autoroute sur un terrain glissant, c'est évident que ça ne pouvait pas tenir dans le temps. Les ingénieurs ont été contraints de trouver une solution et ont donc eu l'idée de créer un nouveau viaduc, le viaduc de Bois d'Arlot. Grâce à des piles descendant à plus de 30 mètres de profondeur, cet ouvrage prend ancrage dans le sol solide, permettant ainsi de supporter le poids de l'autoroute. Mais il fallait aussi empêcher que le terrain qui glissait sur à peu près une vingtaine de mètres d'épaisseur vienne pousser cet ouvrage. En effet, l'ouvrage est situé à flanc de montagne sur une zone de glissement de terrain. Pour les ingénieurs, il faut donc trouver une solution empêchant que le terrain instable vienne faire pression sur les piles, fragilisant gravement l'ouvrage. Ils ont eu l'idée à cette époque de construire comme un manchon autour des piles du pont, un manchon qui fait quand même 9 mètres de diamètre. Et donc dans le temps, c'est cette bague qui va retenir le glissement du terrain, mais qui par contre laissera en parfait état les piles du pont. Ces bagues ont été positionnées à 1,50 m du bord des piles. Avec un glissement de terrain estimé à environ 1 cm par an, il faudra 150 ans à l'ouvrage pour être en danger. Ce viaduc ayant été terminé en 1982, il ne devrait y avoir aucun danger avant 2132. Le glissement qu'on observe actuellement au Bois d'Arlot est légèrement inférieur à 1 cm. Et donc pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. On n'a pas encore, et loin de là, atteint le bord de la pile de pont. Pour autant, on continue quand même à surveiller régulièrement ces glissements de terrain. La montagne est définitivement difficile à dompter. Un peu plus loin sur l'A40, un nouveau problème s'est posé. Entre Genève et Chamonix, donc il y avait toute la vallée de l'Arve, il y avait un point particulier, un point dur, c'était la ville de Cluses qui était en plein milieu, entre 2 montagnes. Le choix est basique. Il faut donc soit enjamber la ville de Cluses, qui compte déjà 18 000 habitants, soit franchir la montagne. Ils ont dit, on va casser la montagne. Le gros avantage, c'est qu'on peut aussi, du coup, récupérer des matériaux. C'est-à-dire que cette montagne a servi en fait d'une carrière sur place pour éviter d'amener des camions de cailloux pour pouvoir construire l'autoroute. La décision est prise. La montagne va donc être fendue sur 180 mètres de long et 90 mètres de large.
Les engins de terrassement ont commencé par casser la roche au sommet, puis la colline a été attaquée à la dynamite afin de descendre par paliers jusqu'à rejoindre le niveau de l'autoroute. L'anecdote pour cette traversée de la tranchée de Cluses, c'est que au début, l'entreprise qui était en charge des travaux, ils ont mis tellement de charges qu'ils ont fait exploser des vitres dans la commune de Cluses. Et donc là, c'était une révolution. Vous imaginez les articles de journaux à cette époque. Donc il a été demandé à l'entreprise non seulement de limiter un peu les charges, et puis surtout d'éviter aussi de mettre des explosifs le soir et de faire péter à 10h du soir ou à 3h du matin. Les terrassiers, c'est juste des fous furieux, quoi. Donc c'était assez épique pour l'époque où les gens, en fait, ils se rendaient même plus compte qu'ils travaillaient à côté de 18 000 personnes qui étaient en train de dormir. Il faut dire que la pression à l'époque était vive. Le développement économique et touristique de cette région était tel qu'il fallait absolument permettre rapidement aux riverains, mais aussi aux touristes, d'accéder à ces zones jusqu'ici complètement enclavées. Grâce à l'autoroute, pour relier les 40 km entre Bellegarde et Annemasse, le temps de trajet a été divisé par 3, passant d'1h30 à peine 30 minutes. Pour le bâtisseur que je suis, la construction de l'autoroute A40 a dû être vraiment une aventure, autant pour les ouvriers que pour tous les ingénieurs, les bureaux d'études qui ont travaillé et puis les entreprises qui ont réalisé cette prouesse exceptionnelle pour l'époque. L'A40 est l'accomplissement du travail acharné de centaines d'hommes qui, à force d'ingéniosité, de courage et de détermination, ont réussi à surmonter la nature. Mais le vrai grand défi des autoroutes aujourd'hui, c'est aussi de respecter, de protéger et même de cultiver cette nature environnante. Aujourd'hui, une autoroute ne peut pas se faire si elle ne prend pas en compte l'environnement et même si elle ne lui donne pas la priorité. Les dépenses pour l'environnement s'élèvent à 144,5 millions d'euros. Et parmi les sérieuses préoccupations des exploitants des 12 000 km d'autoroutes en France, et notamment de l'A1, il y a les déchets. Les sociétés d'autoroutes ont donc multiplié les installations pour éviter des décharges à ciel ouvert. Tous les 10 minutes, quand vous roulez sur autoroute, vous pouvez trouver une poubelle. Et nous mettons aussi à disposition des poubelles sélectives qui permettent à nos clients de trier leurs déchets quand ils sont en arrêt sur les aires. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'a priori, ça ne suffit pas. Voilà, je m'arrête sur un refuge pour les nettoyer et voilà. Ramasser les déchets dans ce genre-là, ça fait partie du métier de patrouilleur aussi. Même si ça s'améliore, malheureusement, nos équipes ramassent plus de 2 tonnes de détritus chaque année. Et ça, c'est hors aire de repos et aire de service. Les déchets sur l'autoroute, c'est une vraie plaie. On trouve de tout. Hein. Ça, c'est... Je sais pas, mais je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est dommage parce que, comme tout le monde le sait, les déchets peuvent être une vraie richesse et on pourrait beaucoup plus faire de recyclage si les pratiques étaient meilleures. Il y a une vraie amélioration des comportements à avoir pour que on puisse avoir des autoroutes les plus respectueuses de l'environnement. Le travail effectué aujourd'hui sur l'entretien des autoroutes n'est pas le seul mis en place afin de limiter l'impact de cette infrastructure sur l'environnement qu'elle traverse. Quand une autoroute est créée, elle va créer bien sûr une coupure dans le paysage, dans l'environnement, et les espèces animales vont bien sûr être impactées par cette coupure puisqu'elles ne pourront plus passer d'un côté à l'autre de l'autoroute. Lorsqu'il n'y a plus de passage d'un côté à l'autre de l'autoroute, le territoire des animaux est réduit, rendant plus compliqué leur alimentation, leur reproduction et compliquant ainsi la survie de nombreuses espèces. Un problème auquel il faut absolument pallier. C'est pour ça qu'il est important de recréer ces connexions de façon à ce que les animaux puissent passer d'un côté à l'autre et que la préservation des espèces se poursuive. 1659 passages pour animaux sauvages sont aujourd'hui présents sur le réseau. Sur l'A40, les ingénieurs ont profité de la réparation de canalisations permettant l'écoulement de petites rivières sous l'autoroute pour les adapter au passage des poissons et de la petite faune. On a créé des paliers d'environ 40 cm pour permettre aux poissons de remonter le cours d'eau en passant du lac dans le cours d'eau. Nous avons également créé un passage à faune suspendu sous l'ouvrage pour permettre à la petite faune de passer. À l'intérieur de la buse, nous avons installé un piège photo et à chaque fois qu'un animal passe, il prend un cliché.
Alors, il nous donne quelques clichés. On voit déjà qu'il y a de l'activité avec des passages de mulots. Oui, plusieurs. Peut-être une fouine. C'est plutôt positif, ça veut dire que notre installation fonctionne. On peut dire que le pari est gagné. Certains passages vont encore plus loin, comme les écoponts. L'objectif principal d'un écopont, c'est de permettre à un maximum d'espèces de traverser l'autoroute. Donc on ne va pas uniquement viser une espèce, on va plutôt viser un écosystème. Et afin que cet ouvrage devienne une vraie terre d'accueil pour tous les animaux, chaque détail a été étudié. Les accès aux ponts se sont élargis, rendant la traversée plus naturelle. Des murs occultants ont été mis en place afin d'éviter à la faune d'être perturbée par les phares des véhicules. Des mares ont été créées de part et d'autre de l'ouvrage, facilitant ainsi la reproduction des batraciens. Des cordons de bois et pierre ont été installés, formant ainsi un chemin pour les reptiles et les rongeurs. Enfin, on retrouve des zones d'herbes et de fleurs pour attirer les insectes et des arbustes à baies particulièrement appréciés par les cervidés. Depuis que l'écopont a été créé, on a étudié les chauves-souris, on a étudié les papillons, on a étudié les reptiles, on a étudié les amphibiens, on a étudié les mammifères de grande taille, les mammifères de plus petite taille, les micro-mammifères, et on s'est rendu compte qu'il y avait une diversité qui était assez importante. Donc chaque écopont qui est construit permet d'améliorer le suivant, on apprend en faisant. Le but de ce travail, c'est de mieux insérer l'autoroute dans les territoires traversés. Que ce soit pour la flore et la faune environnante ou pour ses riverains, l'autoroute doit aujourd'hui se fondre parfaitement dans le paysage et se faire la plus discrète possible. Nous sommes au-dessus des banlieues huppées de l'ouest parisien. Des jolies maisons, des forêts, le château de Versailles et ses jardins si réputés. Mais sous ces lieux aux allures si calmes se cache pourtant une autoroute. À près de 80 mètres sous terre, voici le tunnel de l'A86, surnommé le Duplex. Mais avant que 600 000 voitures n'y circulent chaque année, les réflexions ont été nombreuses. L'autoroute A86 était réalisée sur plus de 70 km et il manquait les 10 derniers kilomètres, le bouclage sur 10 km entre Rueil-Malmaison et Versailles. L'État avait, depuis 1972, proposé 17 tracés qui avaient tous été refusés par la population. Il faut dire que ces projets étaient tous des projets de surface qui seraient venus détériorer grandement l'environnement et le quotidien de la population. L'idée est alors venue de proposer un projet souterrain, invisible pour les riverains, mais qui a demandé aux ingénieurs d'orchestrer un chantier hors norme. Les tunnels ont quelque chose de particulier. Ils sont extrêmement sûrs lorsqu'ils sont terminés. Par contre, en phase de construction, ils sont fragiles. C'est suite à cette réflexion qu'une étonnante décision va être prise. Il fallait boucler l'A86 dans un secteur où la demande est principalement une demande de trafic automobile. Et pour construire des tunnels autoroutiers, on fait un tunnel par sens. Mais dès lors qu'on pouvait imaginer un tunnel réservé aux voitures, on pouvait mettre les deux sens de circulation dans un seul tunnel de 10 mètres de diamètre sous forme de dalles superposées. Le tunnel de l'A86 devient alors un des projets les plus innovants du moment, une réalisation unique en son genre. Un tunnel en duplex de 10 km de long va donc être créé. Réservé aux voitures, il permet d'accueillir dans un seul et même tube les deux espaces de trafic l'un sur l'autre. Chaque espace accueillant deux voies de circulation, mais ne faisant que 2,50 m de haut. Pour creuser ce conduit, un tunnelier d'exception va être construit sur mesure pour ce chantier pharaonique. En général, quand on conçoit un tunnel, on se débrouille pour qu'il soit le plus possible dans une même qualité de roche. Dans le cas du duplex, nous avions 13 couches différentes. Et donc, il a fallu construire une machine qui était compatible avec tous ces types de roches. Le tunnelier EMA voit alors le jour. Une machine gigantesque, pesant pas moins de 3500 tonnes, un bijou de technologie. De sa tête de forage au wagonnet d'évacuation, en passant par le poste de pilotage, le convoi fait plus de 250 mètres de long. Acheminé par la Seine en pièces détachées, puis assemblé sur site, la star EMA peut alors commencer son travail titanesque.
Grâce à sa roue de creusement située à l'avant, elle broie littéralement les matériaux et creuse la terre à raison d'environ 300 mètres par mois. C'est une vraie usine souterraine dont la force de poussée pourrait soulever la tour Eiffel. Le tunnel principal a exigé l'extraction de 3 millions de tonnes de matériaux, de terre. Au fur et à mesure que les tonnes de roches sont cassées et évacuées, Emma, grâce à son bras érecteur, dépose un à un les voussoirs qui constitueront la structure du tunnel. Alors ce revêtement, c'est un jeu de mécano. Ce sont des pièces préfabriquées en béton de 40 cm d'épaisseur qui pèsent 11 tonnes. Et on pose ces pièces de mécano pour construire 2 mètres de tunnel. 7 voussoirs sont ainsi assemblés entre eux, puis le voussoir clé vient boulonner l'ensemble. Grâce à cette dernière pièce, ils forment un cercle extrêmement solide, pouvant résister à l'effet de souffle d'une bombe nucléaire. Une fois les 10 km de cette galerie souterraine recouverts de leur armure, Emma rejoint enfin la surface. Image toujours impressionnante, celle de la sortie de terre d'un tunnelier. Celui-ci est l'un des plus grands d'Europe, il mesure 12 mètres de diamètre. Lorsque le tunnelier ressort, toute la paroi s'éboule et on voit la machine qui sort. Et puis les compagnons qui passent à travers le sas. Nous étions tous assez émus. Une étape cruciale s'achève. Mais l'ouvrage est loin d'être terminé. Il faut encore percer la centaine de niches de sécurité situées tout le long du tracé. Le tunnel franchissant 13 horizons géologiques, on a des niches dans tous les sols. Alors quand on a une roche étanche, c'est parfait. Si on a des sables gorgés d'eau, il faut congeler le sol. 6 mois à l'avance, on fait des trous, on met des tuyaux, on envoie de la saumure à moins 10, moins 15 degrés. Et au bout de 6 mois, on a fabriqué un énorme bloc de glace. Et à ce moment-là, on a de la roche et on peut creuser. Fabriquer un tunnel tel que le duplex a demandé aux ingénieurs une inventivité et une adaptabilité hors normes. Mais sa configuration si spécifique a aussi, pour la première fois dans la réalisation d'un tel ouvrage, poussé ses concepteurs à faire appel à une équipe de spécialistes en sciences sociales et notamment un psychiatre. La question posée était, quel sera le ressenti des automobilistes dans un tunnel dont le plafond est à 2,50 m de hauteur? Pour cela, il a réuni un panel d'une quarantaine de claustrophobes. Nous avions simulé plusieurs ambiances intérieures du tunnel et ce panel a réagi de manière très vive aux différentes ambiances et nous a permis de sélectionner les aménagements intérieurs et les ambiances qui traitaient le mieux ce problème. Suite à ces expériences, plusieurs découvertes ont été faites. Les spécialistes ont notamment observé que l'homme n'aimait pas visuellement les alignements droits très longs. Les constructeurs du duplex ont donc créé volontairement des courbes au sein du tunnel. Mais ce n'est pas tout. Pour lutter contre la claustrophobie dans ce tunnel 2 fois moins haut que la moyenne, tout un travail sur la perception a été fait. Alors là, nous nous sommes inspirés de ce qui s'était passé dans l'aviation, où il y a une trentaine d'années, quand on rentrait dans un avion, on baissait instinctivement la tête. Ils se sont aperçus qu'en mettant des porte-bagages légèrement décrochés du plafond, le cerveau ne savait plus très bien à quelle hauteur était le plafond. Nous avons transposé cette idée-là au tunnel, et c'est pour cela que les luminaires sont décollés du plafond d'une dizaine de centimètres. Le duplex est équipé de 13 000 néons, offrant une luminosité proche de la lumière du jour. Et tous les matériaux utilisés ont été traités pour éclaircir les lieux. Dans le duplex, la chaussée n'est pas faite en enrobé. C'est un liant synthétique incolore qui est coloré en blanc par du dioxyde de titane et les agrégats, les cailloux, sont également très clairs. Et ça contribue à l'ambiance du tunnel. Si rien n'a été laissé au hasard pour rendre le trajet des usagers au sein du duplex le plus confortable et le moins anxiogène possible, pour sécuriser le tunnel le plus long de France, c'est un véritable exploit que les équipes ont dû accomplir. En 1999, le Mont Blanc a connu un incendie de poids lourd extrêmement grave, avec 36 personnes qui ont décédé. 3 mois plus tard, un autre incendie dans un tunnel en Autriche. Et en octobre 2001, un incendie dans le Saint-Gothard, tunnel situé en Suisse. Tous ces accidents ont créé une véritable phobie des tunnels. Les ingénieurs vont donc multiplier la sécurité au sein du duplex afin d'éliminer toute menace d'incendie. Réservé aux voitures, ce tunnel évite déjà le risque majeur du camion qui s'enflamme avec ses 700 litres de fioul. Pas de poids lourd dans le duplex, cela consiste à diviser par 10 le volume de carburant dans le réservoir, à diviser par 10 le poids du caoutchouc dans les pneus, et je n'ai pas parlé du chargement. Et donc, on réduit très fortement la puissance des incendies.
Le duplex ayant des voies de circulation superposées, cela annule aussi les risques de chocs frontaux. Mais la peur de l'incendie qui se déclenche au sein d'un tunnel de 10 km de long persiste, plus présente que jamais. Nous avons dû, par exemple, sur le plan technique, mieux comprendre comment se développer un incendie et comment mieux lutter contre l'incendie. À cet effet, nous avons fait des essais réels, au cours desquels nous avons brûlé 75 voitures, et ça nous a permis de mettre au point un brouillard d'eau et de l'installer sur la totalité des 10 km. Cette technique du brouillard d'eau était jusque-là utilisée uniquement dans certains paquebots. Le système consiste à envoyer très peu d'eau, mais à très forte pression sur l'incendie. L'incendie est contenu et laisse le temps aux agents autoroutiers puis aux pompiers d'intervenir. Et dans ce tunnel de 2,50 m de haut, il a fallu créer des véhicules de secours adaptés. Donc nous mettons à disposition des services, SAMU, sapeurs-pompiers, des véhicules conçus pour tenir compte des contraintes imposées par l'ouvrage. Et ils permettent à la fois de poser un balisage, de remorquer des véhicules qui seraient en panne ou de lutter contre l'incendie. Mais ce n'est pas tout. Afin d'être le tunnel le plus sûr d'Europe, le duplex dispose de plus de 140 000 points de contrôle qui vont remonter l'information au poste de supervision. On va trouver dans l'ouvrage, pour coiffer cette communication, à peu près 5000 km de fibre optique, c'est-à-dire l'équivalent de la distance entre Brest et New York. Grâce à ces installations et aux 600 caméras capables d'identifier des événements anormaux, comme une voiture à l'arrêt, rien ne peut échapper au poste de contrôle. Si la moindre anomalie est détectée, immédiatement les agents peuvent agir. Imaginons qu'il y ait une panne, qu'il y ait un début de bouchon qui se forme. Ce qu'on va mettre en place, c'est la régulation du trafic. Ça veut dire qu'on va laisser bloquer la barrière 3-4 secondes. C'est pas grand-chose, mais ça va permettre de fluidifier en aval le trafic. En cas d'événement beaucoup plus grave, tel qu'un incendie par exemple, les agents vont aller jusqu'à fermer complètement l'accès au tunnel. Cette deuxième mesure s'accompagne d'une information aux usagers hors norme. 10 fréquences radio sont diffusées dans l'ouvrage en permanence. On va pouvoir écraser ces radios qui sont diffusées pour passer un message de sécurité. Message de sécurité. Un véhicule est en feu. Arrêtez-vous et rejoignez les refuges de couleur verte signalés par les flashs clignotants. Ces systèmes de sécurité innovants et ces équipements exceptionnels de très haute technologie nécessitent de nombreux locaux techniques. Ces locaux techniques, il y en a 1500 et ils représentent l'équivalent de la tour Montparnasse sous terre. Le chantier de cet extraordinaire tunnel a duré 12 ans et a mobilisé plus de 2000 personnes. Ingénieurs, hauts fonctionnaires, sapeurs-pompiers, experts de la sécurité ou des sciences sociales. Cet ouvrage a nécessité une collaboration et des investissements hors du commun. Le duplex a coûté 2,2 milliards d'euros, soit 6 fois le coût du viaduc de Millau. Grâce à lui, les usagers peuvent maintenant relier Vélizy à Rueil-Malmaison en 10 minutes et en toute sécurité, soit 4 fois plus vite que par la surface. Mais ce luxe est réservé aux seuls automobilistes. Les poids lourds, trop dangereux dans un tunnel, en sont privés. Il faut avouer que ces énormes machines compliquent grandement la vie des autoroutes. Sur l'A1, les poids lourds représentent 30% du trafic. Ils sont nettement plus nombreux que partout ailleurs. Tout le nord de l'Europe transite par l'autoroute A1. Donc c'est un flux continu de camions tous les jours, la nuit, c'est en permanence des poids lourds, des poids lourds, des poids lourds. Ce flot incessant de plus de 30 000 camions par jour demande une attention toute particulière au personnel autoroutier. Les poids lourds rencontrent beaucoup plus de soucis que les véhicules légers parce qu'ils sont constamment sur la route, ils roulent pratiquement H24. Donc les poids lourds représentent un gros poste de travail pour nous, quoi. Beaucoup d'interventions. Les poids lourds vivent littéralement sur l'autoroute et voient défiler les kilomètres. Ceux qui transitent sur la 1 proviennent de toute l'Europe et la majorité des chauffeurs ne parlent ni français ni anglais. Avec les poids lourds, il y a tellement de nationalités différentes. Pour le dialogue, c'est pas toujours facile. On arrive à se débrouiller, un peu d'anglais, un peu d'allemand, des mots. Bonjour monsieur. Problemo? Problème pas.
Ok. Finish. Finish. Ah. C'est bon, t'as plus qu'à Ok. remontage. Ok. Super. Super. Problème? Non, Non. no problemo. Ok. Voilà. Avec la meilleure volonté du monde, on ne connaît pas 24 langues. Là, c'est un cas simple. Il n'a pas perdu sa bande de roulement, la roue est entière. Il a réussi à se garer dans un endroit protégé. Il a de quoi réparer. Bon courage. Dans le cas de ce camion, la crevaison est maîtrisée. Mais le plus souvent, les poids lourds perdent leur bande de roulement en circulation. La mission du patrouilleur est alors d'aller la récupérer sur les voies afin d'éviter un choc avec un autre véhicule, un acte particulièrement dangereux. Ma plus grosse crainte quand je commence une journée, c'est que le patrouilleur ait un accident. Mon pire souvenir, c'est la perte d'un de nos agents qui traversait l'autoroute pour aller ramasser un objet sur la 3e voie, la plus rapide, et qui s'est fait faucher par une voiture et qui est décédé sur le coup. Jean-Marc va devoir traverser les 3 voies de cette autoroute sur laquelle circulent des milliers de véhicules à plus de 100 km/h, ramasser la bande de roulement et revenir sur le bord. Une mission plus que périlleuse, d'autant que les camions sont toujours aussi présents. Alors, donc, il y a une bande de roulement là-bas sur BDG, à côté de la 3e voie. Je vais aller la chercher. Un problème avec les poids lourds, c'est que ça nous masque la visibilité. Et pour traverser, donc il faut attendre un creux, mais on ne voit pas toujours derrière le poids lourd s'il y a une voiture qui arrive et c'est assez compliqué. Ça nous fait prendre des risques. Parce que ça peut quand même être dangereux, aller près des voies et si une voiture s'approche trop des glissières, elle peut taper dedans. Et je la ramène. A tout de suite. Je vais attendre qu'il y ait un petit trou, je vais traverser, puis ça va se faire, il n'y a pas de problème. Ça, c'est mon quotidien. Ça, c'est pratiquement tous les jours, j'ai les objets à aller ramasser. Voilà, ça va, c'est pas trop lourd. Ouais, Alicia, c'est bon, tu peux éteindre le PMV, j'ai été ramasser la bande de roulement. Ça marche. Merci beaucoup, Jean-Marc. À tout à l'heure. Courage, à tout à l'heure. Tout s'est bien passé, on lui avait fait l'affichage, il a traversé en sécurité et du coup, ça s'est très bien fini. Malheureusement, tout ne se finit pas toujours bien. Et quand les poids lourds sont impliqués dans un accident, tout se complique encore. Un accident de camion qui se couche sur les voies nous fait beaucoup de dégâts. Ça dure très longtemps avant de pouvoir le vider et le relever. Ça engendre beaucoup de bouchons. Ce sont des événements qui sont relativement complexes. Un poids lourd couché, c'est tout de suite 25 tonnes de chargement au sol, toutes les voies bloquées, l'autoroute bloquée. Donc ça prend une ampleur dingue. Dégager une telle masse échouée sur les voies peut prendre aux équipes une journée entière. Mais ce n'est rien quand ils sont seuls en cause et juste couchés sur les voies. Dès qu'on a un appel radio signalant un accident avec un poids lourd ou plus en cause, tout de suite on s'attend à quelque chose d'assez dramatique. Quand ils entrent en collision avec un autre véhicule, les poids lourds, leur réservoir de 700 litres de fuel et leurs 40 tonnes de chargement provoquent des accidents souvent fatals. Ces usagers de la route ne sont pas comme les autres. Ce sont des professionnels du transport, toujours sous pression. Pour rentrer dans leur délai, ils en oublient souvent de se reposer. Le plus souvent, les accidents sont dus à l'hypovigilance, donc l'endormissement. Pour éviter les drames, les autoroutes se sont donc dotées d'équipements qui pardonnent au maximum l'endormissement.
Les glissières de sécurité en sont l'exemple parfait. Le camion va déboîter, rouler sur la bande d'arrêt d'urgence et frôler les glissières. Et là, il peut coucher jusqu'à 20 glissières sur la même file. Donc le week-end dernier, durant la nuit, un poids lourd ne s'est pas arrêté. Il a fait un écart, il a roulé sur bande d'urgence. En roulant, il a défoncé toutes les glissières. Il ne s'est pas arrêté, il est parti, il a continué. Si le camion n'a a priori aucun choc à part un réveil express, les glissières, elles, souffrent grandement. Sur l'autoroute A1, on remplace à peu près 3000 glissières par an, ce qui représente 12 km de glissières. Les poids lourds nécessitent des équipements adaptés et usent plus les infrastructures que les véhicules légers. Une vigilance toute particulière doit leur être accordée. Les camions compliquent notre exploitation, mais ceci dit, notre infrastructure, notre autoroute est là pour eux aussi, et ça fait partie de notre métier. Et les métiers des sociétés d'autoroute sont vastes. Imaginer, construire, exploiter, gérer, sécuriser ce réseau d'exception est une mission de taille. Le niveau de service des autoroutes se doit d'être élevé, car poids lourds comme voitures en sont les clients. Sur les 12 000 km de voies qui parcourent la France, plus de 9 000 sont à péage et donc payants. Nous sommes à la barrière de Vienne-Reventin sur l'autoroute A7, plus connue sous le nom d'autoroute du Soleil. Chaque année, 13 millions de véhicules empruntent ce péage pas comme les autres. La barrière de péage de Vienne-Reventin, elle a la particularité d'être la plus grosse barrière de péage de France en termes de voies, puisque nous avons 42 voies de péage, 15 en entrée et 27 en sortie. Pour supporter un trafic moyen de 70 000 véhicules avec des pointes allant jusqu'à 160 000 véhicules jour, le péage a dû s'adapter, grossir. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que le passage au péage soit le plus fluide possible et soit le plus sécurisé possible. Et pour assurer un franchissement de barrière sans encombre, le rythme des véhicules doit être précis. 15 secondes en entrée pour prendre son ticket. 30 secondes en sortie pour effectuer son paiement. Pas une de plus. Et pourtant, selon le type de paiement utilisé, le temps de transaction diffère. Donc si on est sur une voie télépéage sans arrêt, à 30 km/h, on peut faire passer entre 800 et 900 véhicules à l'heure. Lorsqu'on est sur une voie carte bancaire, on peut passer entre 100, 150, voire 200 véhicules à l'heure. Et lorsqu'on est sur une voie tout paiement, là on est sur des niveaux de passage de l'ordre de 100, 120 véhicules par heure, grand maximum. Pour assurer autant de passages à l'heure, il faut répondre le plus rapidement possible aux soucis que peuvent rencontrer les usagers. Nous sommes à une centaine de kilomètres du péage de Vienne, au centre de téléopération. Ici, des téléassistants gèrent 23 gares de péage et 200 voies de passage, dont l'énorme barrière de Vienne. Alors la téléopération nous permet d'aider le client à distance. On a un engagement, c'est de répondre en moins d'1 minute et la grande majorité des appels sont traités en 30 secondes. Vous étiez sur une voie abonnée télépéage, hein, sachez-le. Hein. Soyez prudents. On résout plus de 97% des incidents en voie par le biais de la téléopération. Pour les 3% d'incidents restants, même si on ne la voit plus en passant en gare de péage, une mission terrain est là, toujours disponible. Les métiers ont changé, mais on est quand même présent sur le terrain. Chaque fois qu'il y a un cas bloquant, on intervient, c'est pour ça qu'on est présent sur la gare. Pour récupérer une carte bleue ou encore un ticket bloqué dans un lecteur, les assistants de voie sont toujours présents. Pendant les périodes à fort trafic, où on a des clients qui sont moins habitués au péage ou une clientèle étrangère, ça nécessite plus d'intervention sur le terrain. Quand le trafic commence à s'intensifier, que la plateforme commence à se remplir, on se met avec les assistances voies sur les voies et on commence à prendre les cartes et les tickets des clients pour aller le plus rapidement possible. Voilà monsieur, merci, bonne route, au revoir. Parfois on est quand même plus fort que la machine, on va beaucoup plus vite. Et pour assurer un parfait timing, la mission terrain doit aussi veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de tous les équipements du péage. Un des objets que l'on regarde de très près, ce sont les distributeurs de tickets. Là, vous avez le rouleau pour les véhicules légers et vous avez le rouleau PL pour les poids lourds. Quand le véhicule arrive, il y a un détecteur qui détermine la hauteur du véhicule. Donc, si c'est un véhicule léger, le ticket sort en bas.
Si c'est un véhicule plus haut de plus de 2 mètres, le ticket sort en haut. Aucun souci ne doit venir entraver le bon fonctionnement du mécanisme du distributeur qui doit donner son ticket au client en 3 secondes maximum. Dans un péage aussi grand que celui de Vienne, tout est chronométré, anticipé, géré. Et rien ne doit venir enrayer la machine. Le travail ne peut pas s'arrêter. C'est en continu, il faut en permanence qu'il y ait du personnel au niveau du péage. Même si on ne le voit pas, il est là. Mon plus gros défi, c'est de faire en sorte que du 1er janvier au 31 décembre, tous nos clients puissent passer en moins de 30 secondes. Au fond, ce qui est important, c'est d'accueillir les clients sur les aires de repos et les aires de service, et ce n'est pas de les arrêter pour payer. Un passage sans arrêt. Un rêve qui pourrait devenir réalité. Il est possible, techniquement, de ne pas avoir d'arrêt pour payer. Nous avons ouvert aux États-Unis une autoroute à Los Angeles où il n'y a pas de gare de péage. Il y a juste des portiques qui lisent les badges et le passage se fait à 110 km/h. Cette installation pourrait voir le jour chez nous, mais cela supposerait que tous les véhicules soient équipés du télépéage et que ce dernier soit le seul et unique moyen de paiement. Que ce soit au péage ou sur les voies, les embouteillages sont la bête noire des autoroutes. Les bouchons sont effectivement quelque chose d'extrêmement gênant parce qu'on passe d'une circulation fluide à une circulation bloquée et entre les deux, il y a une circulation en accordéon et c'est là qu'on a beaucoup d'accidents. Dangereux et particulièrement irritant pour les conducteurs, les bouchons sont difficiles à comprendre et à maîtriser. Les embouteillages sur les autoroutes, c'est un phénomène qui est très complexe par nature, c'est pour ça qu'il intéresse les chercheurs. Un phénomène complexe car il est dû à la combinaison de plusieurs facteurs. Le plus souvent, les embouteillages sont le résultat de l'association d'une circulation dense et de comportements individuels des usagers inadaptés. A priori, si on fait rentrer énormément de véhicules et que les véhicules se comportent strictement de la même manière, au kilomètre-heure près, a priori, les véhicules pourront toujours progresser, même si c'est à une vitesse qui est très très faible. Ce qui va vraiment créer des blocages, c'est le fait qu'il y ait un freinage à un moment donné, une accélération à un moment donné. Sur une autoroute chargée, lorsqu'un conducteur va décider de freiner, il va déclencher une réaction en chaîne derrière lui. Chaque conducteur va freiner un poil plus fort que son prédécesseur. Il se produit alors une espèce de vague de ralentissement qui va se propager à environ 20 km/h derrière le premier freinage et qui va finir par provoquer, quelques kilomètres en arrière, un fort ralentissement, puis mettre des véhicules à l'arrêt. Les changements fréquents de fil sont aussi à l'origine de ce type de bouchon, puisqu'ils provoquent ces freinages intempestifs. Bien sûr, à ce type d'embouteillage s'ajoutent des bouchons dits mécaniques. Un accident, des travaux, une fermeture de voie vont forcément modifier le trafic automobile sur la portion concernée. On ne peut pas vraiment lutter contre les embouteillages mécaniques. En revanche, beaucoup de systèmes sont mis en place par les exploitants autoroutiers pour limiter la création de bouchons lors de gros trafics. La première chose à faire, c'est de savoir combien de véhicules se trouvent sur les voies. Nous avons de nouveaux équipements ou des équipements qui se modernisent, tels que les bornes Bluetooth. Ces bornes permettent de compter les véhicules. Le principe est simple. Une première borne située sur le bord de la route va capter les équipements Bluetooth présents dans notre véhicule, le plus souvent notre téléphone. Un peu plus loin, une deuxième va faire la même chose, permettant ainsi de calculer notre temps de parcours. L'intérêt de ces bornes Bluetooth, c'est qu'elles sont quasiment en temps réel. Si nous avons un temps qui est plus long entre deux bornes, ça veut dire que la vitesse moyenne diminue. Et cette vitesse moyenne, si elle diminue, c'est qu'il y a une raison. Dès que le poste de contrôle a cette alerte, il peut donc immédiatement avertir les conducteurs qui pourront adapter leur comportement. Priorité à l'information trafic, ralentissement en formation sur la en direction de Paris. Soyez particulièrement vigilants dans ce secteur. Et une nouvelle mesure vient compléter depuis peu ce système. C'est la régulation dynamique des vitesses qui consiste à conseiller des vitesses réduites à 110 ou 90 km/h. En cas d'affluence, il faut donc rouler plus lentement pour aller plus vite et être régulier dans sa conduite. Et pour nous pousser à adopter le meilleur comportement possible, en cas de fort trafic, les nouvelles technologies vont encore plus loin. L'un des moyens majeurs de lutte contre le bouchon, c'est le véhicule connecté, autonome,
L'idée dans quelques années, c'est d'avoir des véhicules qui communiquent entre eux et cette communication va permettre pour un véhicule donné de savoir exactement comment se comportent les véhicules autour de lui et de réagir en fonction de ce comportement, de manière à réduire ce phénomène d'embouteillage. Ces voitures autonomes, capables de penser et d'agir à notre place, devraient bientôt se déployer sur notre réseau et font chaque jour l'objet de progrès incommensurables. En 60 ans, les autoroutes n'ont cessé d'évoluer. Elles se sont développées afin de desservir les zones les plus enclavées de France, se sont perfectionnées au fil du temps afin d'apporter toujours plus de confort et toujours plus de sécurité à l'usager. Elles sont devenues de plus en plus techniques et de plus en plus discrètes afin de limiter au maximum leur impact sur la vie des riverains et sur l'environnement. Elles se transforment grâce aux nouvelles technologies et sont de plus en plus connectées. Les véhicules qui les empruntent deviennent de plus en plus écologiques et de plus en plus intelligents. Les innovations progressent jour après jour avec toutes le même objectif: rapprocher les hommes, réduire les distances qui les séparent.